Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Effectivement, donc aujourd'hui dédié au parabolique SAR, l'un des outils, je dirais, les plus utilisés, en tout cas par les investisseurs particuliers. On va voir un petit peu dans quelle mesure cet outil peut nous servir, un peu comme d'autres. Je dirais comme les moyennes mobiles, notamment dans les grandes lignes, c'est vrai qu'on va retrouver certains points communs. Alors c'est vrai qu'on arrive à un moment, je dirais, sur la playlist, sur le programme de formation où, à force de présenter des outils, quand bien même très répandus, on arrive quand même à certaines similitudes, certains points communs absolument essentiels entre divers outils. Dans le cas des paraboliques SAR, c'est vrai qu'on va pouvoir assez facilement, je dirais, comparer l'utilisation très visuelle de cet outil avec celle finalement des moyennes mobiles. Alors c'est vrai que ça peut être un peu, je dirais, abusif de chercher en tout point une comparaison à réaliser, mais tout de même, c'est vrai que dans les grandes lignes, on va retrouver quand même certains aspects assez frappants. Bon. De la même manière, c'est vrai que ces derniers temps, une autre vidéo avait été diffusée, il y a une semaine jour pour jour en l'occurrence, donc sur le CCI en tant qu'oscillateur, et là aussi, bon, on pouvait faire quelques points, quelques comparaisons, je dirais, avec certains aspects communs. Je pense notamment aux autres oscillateurs non bornés comme le MACD, ou même à certains comportements quand même, combien même communs avec des bornés comme le RSI ou les stochastiques. Donc effectivement, on touche un petit peu, je dirais, à la fin des présentations génériques des grands outils techniques, des grands indicateurs, des grands oscillateurs, et effectivement, quoi de mieux, je dirais, pour terminer, que les paraboliques SAR. Assez répandu, il faut bien le dire. C'est vrai que c'est un outil, pas seulement chez les particuliers, mais essentiellement chez les particuliers, quand même, qui est assez fréquent, assez fréquemment utilisé. Donc ce que l'on va faire effectivement pour cette vidéo, c'est se reposer sur l'indice allemand, sur le DAX 30, par souci de, je dirais, de jonction avec les autres vidéos de formation que j'aime bien appeler la toile d'araignée, parce que c'est vrai que généralement c'est le DAX 30 qui nous sert de sous-jacent, en tout cas pour les exemples. On va s'intéresser là aussi, un peu comme d'habitude, à une grande unité de temps, à savoir le D1. Donc chaque chandelier japonais sous nos yeux va représenter une séance d'évolution. Et puis comme d'habitude, je vais commencer par montrer où se trouve l'outil. Évidemment, dans le moteur de recherche propre à Xstation, on va tout simplement chercher soit de manière alphabétique, soit en tapant les premières lettres du nom de l'outil, donc soit en tapant SAR, soit en tapant parabolique, ça revient exactement à la même chose. Alors bon, à titre personnel, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à changer un tout petit peu la couleur par défaut, mais je ne touche en rien, je dirais, au paramétrage. Une période effectivement sélectionnée à 0,02 et un maximum à 0,2. Alors je ne reviens pas spécialement dans le détail de ce paramétrage-là, parce que c'est pas le plus intéressant dans la mesure où c'est un outil extrêmement visuel dans son utilisation. Alors justement, c'est visuel, mais je vais quand même un tout petit peu agrandir, je dirais, voilà, l'épaisseur de mes petits points, de mes petites paraboliques, parce que j'ai peur qu'à la vidéo, sinon on ne les voit pas très bien. La première chose que l'on peut constater, à l'image d'une moyenne mobile, c'est qu'effectivement, on va avoir une partie de l'indicateur par tronçon, je dirais, par portion, une partie de l'indicateur qui va se retrouver tantôt au-dessus du graphique, au-dessus du prix, et tantôt en dessous. Alors, vous l'aurez compris, là, d'autant qu'on arrive quand même sur une certaine répétition sur ces grands axes très visuels, sur ce type d'outils. Naturellement, quand les paraboliques SAR vont se situer au-dessus de mes chandeliers, je vais plutôt avoir une pression baissière et une tendance baissière qui va s'affirmer sur le prix. Et à l'inverse, quand je vais avoir des paraboliques SAR en dessous, ça va être plutôt une tendance haussière. Alors, c'est pas si simple, évidemment, parce qu'on va avoir beaucoup de subtilité via cette vidéo pour les utiliser au mieux, ou plutôt pour comprendre comment ne pas les utiliser de temps en temps. C'est pas tout d'avoir des croisements, quelle que soit l'unité de temps. Alors c'est vrai que bon, moi j'ai tendance de manière générale, vous le savez, à critiquer l'utilisation d'indicateurs et d'oscillateurs techniques, puisqu'encore une fois, ce n'est rien d'autre que le prix en retard. Donc ici, on va retrouver un peu les mêmes caractéristiques communes, je dirais, les mêmes critiques communes en tout cas que pour les moyennes mobiles, typiquement. Mais dans la mesure où ce n'est rien d'autre que le prix en retard, quand je vais avoir ce croisement, c'est-à-dire que quand je vais avoir effectivement le passage d'une SAR inférieure au prix à une SAR supérieure au prix, bah déjà je vais être en retard, puisqu'il va falloir attendre que le chandelier de renversement soit clôturé. Alors qui plus est sur une grande unité de temps, où
sur un actif assez volatile comme peut l'être le DAX, un chandelier, un D1, une séance manquée pour pouvoir valider, je dirais, le renversement de mes SAR, eh bien ça peut me faire louper, ça peut me faire rater l'essentiel du mouvement. Le propos va se retrouver d'ailleurs pas seulement en D1, mais sur la plupart des unités de temps. Alors moi j'ai tendance à déconseiller l'utilisation de ces outils en dessous du M30. D'une manière générale, c'est vrai que quand je dis quasiment à chaque vidéo de formation propre à ce genre d'outils, mais quand on vient les appliquer à de très faibles unités de temps, c'est dans l'optique de multiplier les signaux, mais au final ce que l'on fait c'est surtout multiplier les faux signaux. Alors la première chose à faire finalement, ce serait peut-être de s'intéresser à un contexte de fond, c'est-à-dire que contrairement, je dirais, à ce que l'on a pu voir notamment la semaine dernière au travers du CCI qui peut nous permettre de d'affiner le contexte de fond, là on va plutôt peut-être utiliser les SAR d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va associer, pourquoi pas, je dirais l'utilisation de cet indicateur technique à un contexte préétabli. Alors ce que j'appelle un contexte préétabli, c'est pourquoi pas en définissant en amont nos canaux, nos supports, qu'ils soient horizontaux ou obliques, nos résistances, idem, qu'elles soient horizontales ou obliques. Alors là, je vais quitter le M30, lapsus, je vais quitter le D1 pour me mettre justement en M30 et on va s'intéresser un petit peu à quelque chose que j'aimerais vous montrer. On va prendre un canal un petit peu large qui peut regrouper à la fois des SAR d'orientation haussière et des SAR d'orientation baissière. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser les SAR dans une seule et même tendance qui sera déterminée par, pourquoi pas un canal, pourquoi pas un autre outil, comme peut l'être justement un oscillateur, mais en tout cas quelque chose qui va me permettre, je dirais, d'avoir une tendance de fond déjà établie, déjà tracée. Alors tracée, que l'on se comprenne bien, c'est pas forcément manuellement, ça peut être également tracé au travers d'un autre outil. J'ai donné l'exemple d'un oscillateur, par exemple les stochastiques. Alors, je n'ai pas d'intérêt particulier, je dirais, à ce que ce soit ce petit canal là, hein, je peux prendre n'importe quel canal, la seule chose qui va m'intéresser, d'ailleurs c'est un mauvais exemple effectivement, parce que je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a que des SAR d'orientation haussière, donc c'est pas le plus intéressant, on ferait mieux d'avoir un canal plus large, plus intéressant, où on aurait un peu je dirais les deux types. Alors je le trace un peu à la volée. La précision du tracé n'a pas une grande importance pour mon exemple. Ce qui va être surtout important, hop, voilà, ce qui va surtout être important, je dirais, tac, c'est d'avoir à la fois des SAR haussières et des SAR baissières. Je m'en moque si la précision n'est pas extrême. La seule chose que j'essaie de faire, c'est de réunir au moins 2 points bas sur le tracé et 2 points hauts. Voilà. Alors là, j'ai tracé, on le sait, en amont, j'ai tracé un canal baissier. La première chose que j'aurais tendance à faire s'il fallait utiliser les SAR en guise d'outils réellement techniques, d'outils me permettant d'affiner ma décision, d'outils me permettant pourquoi pas de rentrer sur le marché en sachant qu'un seul et même outil n'est jamais suffisant. Preuve en est, on en a déjà 2 sous les yeux, le tracé technique et les SAR, mais toujours à marier dans une bulle de fond, un contexte fondamental, calendrier économique, les grands biais développés chaque matin, notamment via l'analyse. Mais j'aurais tendance à respecter donc cette logique que j'indiquais en introduction du renversement de SAR. Dès la première SAR à la hausse, c'est vrai qu'on serait plutôt tenté d'entrer, je dirais, via une opération d'achat sur le DAX 30, et dès que j'ai une SAR, donc une petite bille, un rond à la baisse, donc au-dessus du graphique, au-dessus du prix en tout cas, j'aurais tendance à valider une opération de vente. Grâce à ce contexte qui est déjà préétabli, en l'occurrence via ce petit canal tracé à la volée, tracé à la va-vite, je dirais à la baisse, j'aurais tendance à ne rentrer qu'à la baisse, justement, un petit peu comme ce qu'on fait traditionnellement au niveau du live trading, c'est-à-dire de préciser d'abord un contexte et après d'abattre nos opérations uniquement dans un seul sens. Ce sens peut varier effectivement d'une séance à l'autre, peut varier d'une semaine à l'autre, peut varier d'un mois à l'autre selon l'unité de temps. Plus l'unité de temps va être petite, plus je dirais le contexte sera amené à changer rapidement. Si on trace un canal sur une unité de temps mensuelle, il est évident que la tendance de fond ne va pas changer tous les matins. Bon, là où c'est par contre très important, je dirais, d'assister, c'est de tracer son contexte technique, qu'il soit oblique ou horizontal. Ici, il est oblique, mais je dirais que ça va être important d'utiliser la même unité de temps pour le tracé manuel, contextuel donc, et pour l'application de mon outil. Alors, si jamais c'est pas tout à fait la même unité de temps, c'est pas trop grave, mais il faut quand même que ce soit une unité de temps proche. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux effectivement appliquer pourquoi pas mes SAR en M30 si mon tracé contextuel est en H1, mais je ne vais pas m'amuser, parce que les 2 unités de temps sont très proches, mais je ne vais pas m'amuser à tracer je dirais mon canal, ou
soit encore une fois, ou mon range, je ne vais pas m'amuser à le tracer, je dirais, en D1, à appliquer mes SAR en M5 et respecter cette logique, je dirais, de filtre finalement, hein, puisque mon tracé manuel serait dès lors un filtre en l'occurrence contextuel. Donc il faut quand même que, idéalement, ce soit sur la même unité de temps, ou du moins, avec je dirais une petite marge de manœuvre, sur une unité de temps très proche. Unité de temps très proche, vous avez compris, c'est tout simplement une unité de temps supérieure ou inférieure. Hein. On ne va pas aller chercher le H4 quand il s'agit de travailler en M1. Voilà. C'est une première manière de faire. Je pense que ce serait d'autant plus intéressant d'utiliser les SAR avec ce filtre contextuel et on en revient toujours un peu aux mêmes choses, hein, le price action, hein, c'est-à-dire le tracé de support, le tracé de résistance, en tout cas les zones d'accumulation du prix et qui sont respectées ou du moins qui viennent rompre sous le poids des volumes, donc pourquoi pas d'une information, mais je pense que ce serait justement d'autant plus intéressant de valider un tel propos, en plus, si on a réellement une donnée au niveau du calendrier économique, bonne ou mauvaise, mais qui en tout cas permet d'appuyer la décision validée, je dirais, par les SAR. Alors n'oubliez jamais que pour que les SAR se retournent, ça veut dire que le chandelier de retournement est déjà clôturé, quelle que soit l'unité de temps. Donc un exemple très simple. Ici, là où j'ai ma croix, donc là où j'ai justement une SAR de retournement, en l'occurrence de retournement baissier, on pourrait se dire qu'effectivement on a un très beau potentiel baissier et c'est complètement trompeur à cause de la manière dont sont placés les SAR, mais en réalité je n'aurais pu rentrer à la baisse qu'à partir de 9917, 17-18 globalement, donc le prix d'ouverture du chandelier suivant. Puisque par définition, dès qu'il aurait été 16h, en l'occurrence ce 12 mai, donc dès que le chandelier précédent de 15h30 à 16h aurait été clôturé, bien j'aurais eu cette SAR qui serait apparue. Donc déjà, ça limite vachement le potentiel. Hein. Là, en l'occurrence, le potentiel est quasiment divisé par 2. Donc, c'est un peu toujours pareil avec ce genre d'outils, c'est que oui, il y a un potentiel pourquoi pas intéressant, mais qui ne fait jamais toute une stratégie qui est malgré tout limité, aucun outil technique n'est parfait, sinon, toujours pareil, on serait tous riches et tous millionnaires, en l'occurrence. Par contre, point important, c'est que j'ai montré, je dirais dans un premier temps, comment utiliser, plutôt pour rentrer sur le marché, je dirais cet outil-là, mais il ne faut pas oublier que initialement, que veut dire SAR, l'acronyme SAR, et d'ailleurs c'est justement pour ça que j'ai voulu mettre des petits points sans jeu de mots, entre les 3 lettres au niveau du titre de la vidéo et en tout cas au niveau de la slide d'Excel, de la slide pardon de PowerPoint, c'est justement parce que SAR, le nom SAR en fait est un acronyme, c'est Stop and Reverse. Donc c'est à la base un outil qui a été créé volontairement, je voulais y arriver petit à petit par le cheminement et ne pas commencer par ça, mais ça a été créé justement par un éminent, je dirais, analyste qui a créé plusieurs outils techniques assez connus, qui s'appelle Wilder. Donc si vous avez vu notamment les autres vidéos de formation, vous avez un petit peu l'occasion d'entendre régulièrement, je dirais, ce nom-là. Et à la base, il a créé donc cet indicateur-là pour placer des stop-loss. Donc, enfin, plutôt que des stop-loss, en tout cas, des points de sortie, on va dire, parce que on peut considérer, enfin, la manière dont ça a été bâti, c'était pas forcément et exclusivement pour les stop-loss. Et justement, là où ça peut être plus intéressant, parce que initialement je voulais commencer un petit peu sur la manière dont la plupart des gens l'utilisent, c'est-à-dire pour rentrer sur le marché, ce qui est un peu trompeur, parce qu'à la base il a été, je le rappelle encore une fois, créé plutôt pour sortir du marché, eh bien ça me paraît beaucoup plus pertinent d'utiliser en ce sens. Donc, tout en gardant cette idée d'une période par défaut, de sorte, toujours pareil, à utiliser le principe de prophétie autoréalisatrice, le fait que la plupart des opérateurs utilisant cet outil-là vont avoir le même paramétrage, donc vont avoir globalement les mêmes points de retournement, les mêmes représentations techniques, les mêmes représentations visuelles, eh bien, vu que ici il ne s'agirait plus de détailler pourquoi on est rentré à la hausse ou à la baisse sur le marché, je ne vais pas revenir sur ce point-là, mais en tout cas, on garde une pertinence, du moins on gagne une pertinence très nettement supérieure si on l'utilise uniquement pour placer nos stop-loss ou nos take-profit. Alors, dès cet instant-là, soit ça demande une rigueur, je dirais, psychologique très forte, parce que ça veut dire que notre opération n'a ni take-profit ni stop-loss et on clôture manuellement dès que la SAR apparaît, soit
on peut le paramétrer de manière automatique. Je pense notamment à MetaTrader 4 en disant ça. C'est une petite commande sur le langage de programmation MQL4, tout simplement disant globalement en langage de programmation si les SAR se renversent, l'opération est clôturée, que ce soit en gain ou en perte. Mais dans les deux cas, ça va revenir un petit peu à la même chose. Alors pourquoi je dis qu'il va falloir une rigueur extrême, quitte à ce que ce soit une rigueur, je dirais même automatique finalement, mais parce que à aucun moment, si on comprend bien comment les SAR sont ficelés, lors de la création d'un chandelier, de la formation d'un chandelier, même si on voit effectivement que les SAR précédentes tendent de plus en plus vers le prix, manuellement, on peut toujours avoir une hésitation en se disant est-ce que c'est à ce moment-là que le prix va, je dirais, traverser et faire renverser mes SAR. C'est pas hyper facile psychologiquement de se dire bon ben ça y est, les SAR m'ont donné tort ou m'ont donné raison, en tout cas il faut que je clôture mon opération, que ce soit en gain ou en perte. Mais malgré tout, c'est plutôt comme ça que j'aurais tendance à le recommander, puisque finalement c'est ce que Wilder nous a indiqué lorsqu'il a créé l'outil, c'est de l'utiliser comme son nom l'indique, stop and reverse, donc stop, on s'arrête, et reverse évidemment, sous-entendu, si ce n'est, c'est peut-être un peu excessif de parler de retournement, mais en tout cas d'affaiblissement de tendance. Voilà. Donc, on exclut de ce propos, enfin on exclut de ce fait les raisons qui nous ont poussé à rentrer sur le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, puisque c'est plus le sujet, mais on s'en tient strictement à la notion suivante, si on respecte vraiment, je dirais, ce que sont les paraboliques SAR, dès que les SAR se retournent, je clôture mon opération. Ça peut être une manière, un filtre supplémentaire, ça peut être également voilà, une approche peut-être différente, complémentaire de certaines stratégies, ce qui peut laisser penser effectivement qu'on change de paradigme, que la tendance est en train de s'affaiblir, qu'on change littéralement de, je dirais oui, ben voilà, un petit peu de scénario, qu'il soit initialement haussier ou baissier. Alors, pour autant, comme on l'a vu, c'est vrai que le fait de tout de suite en profiter pour rentrer en tendance inverse n'est pas forcément une grande idée. Au-delà du fait que le chandelier permettant le renversement puisse, je dirais déjà, assimiler, manger l'essentiel du potentiel, comme ça a pu être l'exemple tout à l'heure sur le fameux 12 mai entre 15h30 et 16h, il y a aussi le cas où une seule SAR, deux SAR ou trois SAR peuvent se retrouver complètement isolés, ce qui laisse là aussi un affaiblissement, enfin ça crée un affaiblissement au potentiel, je dirais, de rentrer tout de suite en contre-tendance parce que les SAR se renversent. Typiquement de 21h30 à... Alors c'est un peu compliqué de dire à 8h30 parce qu'on pourrait avoir l'impression que ça dure des heures et des heures, mais en réalité vous le savez, le DAX, je dirais par rapport à ses cotations futures, se clôture à 22h au moment où Wall Street ferme, mais globalement pendant 1h30 là, donc pendant 3 chandeliers consécutifs, on a 3 SAR effectivement très isolés, qui nous disent plutôt qu'il y a un retournement haussier, ce qui visuellement d'ailleurs est totalement faux au niveau de la représentation même du prix. Mais surtout elles sont complètement perdues, elles sont complètement isolées. Autre exemple un peu plus proche de nous, je dirais, dans le temps, aujourd'hui même, on a eu soi-disant un retournement baissier ce 18 mai de 15h à 15h30, même jusqu'à 16h, avec ces deux SAR qui se sont renversés, et tac, derrière, attaque haussière. Donc, on peut, à l'image, je dirais, de la plupart des indicateurs, même de tous les indicateurs finalement, de tous les oscillateurs, avoir des faux signaux, sachant que ici, dans ce cas précis, les signaux tels qu'ils sont utilisés finalement par la plupart des gens sont eux-mêmes très trompeurs visuellement. Donc plutôt que de l'utiliser comme une moyenne mobile, ce qui je pense est la plupart du temps le cas par les opérateurs particuliers, autant l'utiliser comme ça doit être le cas normalement, tel que Wilder nous l'a appris, c'est-à-dire encore une fois, comme un système de sortie et non pas de rentrée sur le marché. Et si ça doit être uniquement pour rentrer sur le marché, alors autant que ce soit à sens unique, via un contexte initialement établi, pourquoi pas, via le price action, qui est plutôt l'école que, évidemment, que je défends. Voilà, globalement, les avantages, je pense, et les inconvénients, globalement, de cet outil-là. Sans angélisme, pas d'outil parfait, mais celui-ci peut être intéressant effectivement, mais à condition d'avoir une rigueur extrême s'il s'agit de l'utiliser pour sortir, que ce soit en gain ou en perte du marché. Voilà globalement. Alors évidemment, je ne peux que, je dirais, vous recommander la lecture des citations de Wilder dans la littérature boursière. Je vous renvoie un petit peu sur les livres que l'on recommande à ce niveau-là via XTB pour aller
peu plus loin dans le propos pour approfondir un peu le sujet, mais de mon point de vue, tel que les paraboliques SAR sont utilisés et ou devraient l'être, je pense que l'essentiel est dit, en tout cas dans les grandes lignes, via cette vidéo d'une vingtaine de minutes. Voilà, donc merci à tous pour votre présence, votre fidélité. Naturellement, je vous donne rendez-vous dans les autres vidéos de formation. À bientôt.